la PDG Sarafina Blake licencia Carter et sur le champ, au milieu de l'atelier de l'usine, en lui ordonnant de quitter les lieux dans les 10 minutes. Carter ne discuta pas. Il prit simplement son vieux sac à dos et partit en silence. Mais il ne rentra pas chez lui. Il s'enfonça dans les ruelles les plus sombres de la ville. Quelque chose poussa Sarafina à le suivre. Sa voiture s'arrêta devant un bâtiment abandonné et elle se figea en voyant Carter s'agenouiller, partager de la nourriture et panser des plaies pour un groupe d'enfants sans abri qui l'appelait « Papa ». 3 semaines plus tôt, Sarafina avait signé le contrat qui allait soit sauver sa carrière, soit la détruire. Le conseil d'administration de Blake Dynamics avait été très clair, respecter l'échéance du nouveau protocole de fabrication ou démissionner. Wilfred Stone, le membre le plus impitoyable du conseil, s'était penché au-dessus de la table en acajou et avait délivré l'ultimatum avec une précision glaciale. Vous êtes trop faible, Sarafina. Les dirigeants faibles construisent des entreprises faibles, et les entreprises faibles s'effondrent. L'avertissement la hantait parce qu'elle savait d'où il venait. Son père avait bâti Blake Dynamics à partir de rien, mais il avait été trahi par des gens en qui il avait confiance. Des managers qui souriaient en face tout en volant l'entreprise, des employés qui exploitaient sa gentillesse et coupaient les coins au point de mettre des vies en danger. Sarafina avait vu la santé de son père se détériorer à mesure que les procès s'accumulaient. Elle avait fait une promesse à son enterrement, ne jamais faire confiance, ne jamais laisser le sentiment obscurcir le jugement, diriger l'entreprise comme une machine, parce que les machines ne mentent pas. L'usine connaissait des incidents de sécurité. Des petites choses, pour la plupart, des fuites d'huile qui n'auraient pas dû se produire, des dysfonctionnements de capteurs que l'équipe de maintenance n'arrivait pas à expliquer, un ouvrier qui avait glissé sur du fluide hydraulique et s'était cassé le poignet. La compagnie d'assurance tournait déjà autour, et Wilfred avait fait comprendre qu'un incident majeur de plus déclencherait une enquête complète. Sarafina avait besoin de boucs émissaires. Elle avait besoin de discipline. Elle avait besoin que tout le monde voie que la faiblesse ne serait pas tolérée. Carter travaillait en équipe de nuit. Il parlait rarement. Il prenait toujours les tâches les plus dures. Il ne se plaignait jamais. Mais il y avait des notes dans son dossier, quitte fréquemment son poste, prend des pauses non autorisées, vu en train d'emporter des objets personnels hors de l'entreprise. Son superviseur l'avait sanctionné 2 fois le mois précédent. Carter avait toujours une explication, mais elles étaient vagues, urgence familiale, affaires personnelles, besoin de sortir 15 minutes. Le sac à dos était ce qui gênait le plus les gens. Carter le portait partout. Il ne le quittait jamais des yeux. Dans la salle de pause, les ouvriers chuchotaient. Certains pensaient qu'il volait des outils. D'autres qu'il dealait de la drogue. Archie Dunn, le garde de nuit, avait vu Carter emporter de la nourriture plusieurs fois, mais Archie n'avait jamais rien signalé. Il y avait quelque chose chez Carter qui ne correspondait pas au profil d'un voleur, la façon dont il disait toujours merci, dont il avait aidé Archie à réparer la grille sans qu'on le lui demande, dont il avait une fois arrêté pour aider une femme de ménage âgée à porter un sac poubelle lourd, même s'il était visiblement pressé. Ce que Sarafina ignorait, c'est que Clinton Voss, son directeur des opérations, attendait le bon moment pour éliminer Carter. Ce n'était pas personnel. C'était les affaires. Carter avait l'habitude de remarquer des choses qu'il n'aurait pas dû. Il avait questionné pourquoi certains capteurs de sécurité étaient contournés pour augmenter les quotas de production. Il avait résisté quand Clinton avait ordonné à l'équipe de maintenance de sauter les protocoles d'inspection pour respecter les délais. Et Carter avait commencé à poser des questions sur les contrats de réparation, sur pourquoi le même sous-traitant gagnait toujours les appels d'offres malgré un travail constamment médiocre. Clinton avait un arrangement financier avec ce sous-traitant. Carter représentait une menace pour un système très rentable. L'incident eut lieu un mardi soir, 48 heures avant l'échéance de Sarafina. La ligne de production principale se bloqua dans un hurlement métallique qui résonna dans toute l'installation. Les capteurs de température passèrent au rouge. Quelqu'un avait désactivé l'alarme. Carter fut le premier à atteindre le panneau de contrôle. Il vit exactement ce qui se passait, un roulement surchauffait, la friction augmentait, du fluide hydraulique fuyait près d'une jonction électrique. Si la ligne continuait, tout le système pouvait prendre feu. Carter cria pour un arrêt d'urgence. Clinton, qui supervisait l'atelier cette nuit-là, passa outre. On est en retard sur les quotas. On ne peut pas se permettre d'arrêter. Carter n'hésita pas. Il appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence, celui qui coupait l'alimentation de toute la ligne.
Les machines s'arrêtèrent dans un grincement. Les lumières vacillèrent. Dans le silence soudain, tout le monde entendit le sifflement du métal surchauffé qui se refroidissait. L'arrêt coûta $200 000 de production perdue à Blake Dynamics. Clinton agit vite. Il récupéra les journaux des capteurs, modifia les horodatages, supprima les sections montrant la fuite d'huile et la pointe de température. Il ne garda que la partie où Carter appuyait sur les stops. Puis il rédigea un rapport et le porta directement au bureau de Sarafina. Carter vient de saboter la ligne de production. Nous avons les preuves. Avec votre échéance qui approche, vous devez montrer au conseil que vous maîtrisez la situation. Wilfrid Stone appela Sarafina le matin même. J'entends parler d'un nouvel incident. Il faut une tête. Sarafina n'avait pas dormi depuis 36 heures. La pression l'écrasait. Elle regarda le rapport de Clinton, vit le coût de l'arrêt et prit une décision. Sarafina descendit sur l'atelier au moment du changement d'équipe, quand les équipes de jour et de nuit étaient présentes. Carter se lavait les mains au lavabo industriel. Elle ne le fit pas venir dans son bureau. Elle voulait que tout le monde voie. Carter, vous avez causé des dommages importants aux opérations de cette entreprise. Vous avez agi sans autorisation et nous avez coûté des centaines de milliers de dollars. Vous êtes licencié. Vous avez 10 minutes pour quitter les lieux. L'atelier devint silencieux. Carter s'essuya lentement les mains. Il ne discuta pas, ne se défendit pas. Il regarda simplement Sarafina longtemps et elle vit dans ses yeux quelque chose qui la troubla. Pas de la colère. Comme s'il s'y attendait, comme s'il l'avait attendu. J'ai besoin de récupérer mon sac à dos, dit-il calmement. Sa voix était stable, mais il y avait une urgence sous-jacente qu'elle ne parvint pas à identifier. Il jeta un œil à l'horloge murale. Puis-je partir maintenant? La question était étrange. La plupart des gens auraient protesté, exigé des explications, menacé d'un procès. Carter voulait juste partir. Immédiatement. Sarafina hocha la tête et Carter alla à son casier, prit le sac à dos usé et se dirigea vers la sortie. Archie ouvrit la grille pour lui, et Carter s'éloigna dans le matin gris sans se retourner. Sarafina aurait dû se sentir soulagée. Elle avait fait ce que le conseil exigeait. Elle avait montré de la force. Mais quelque chose la rongeait tandis qu'elle regardait Carter disparaître au bout de la rue. Le sac à dos. La façon dont il l'avait serré comme s'il contenait quelque chose de précieux. Elle avait entrevu l'intérieur quand il l'avait ouvert à son casier, des bandages, des médicaments pour enfants, du pain, du beurre de cacahuète. Pas d'outils, pas de bien volé. Archie s'approcha d'elle alors qu'elle se tenait près de la grille. Le vieux garde semblait mal à l'aise. Mademoiselle Blake, je sais que ce n'est pas ma place, mais Carter n'est pas un mauvais homme. La mâchoire de Sarafina se crispa. Il a coûté $200 000 à cette entreprise. Archie hocha lentement la tête. Peut-être, mais j'ai travaillé ici 23 ans, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui... Il me demandait de laisser la grille ouverte 30 secondes de plus après son service. Il ne m'a jamais dit pourquoi. Il disait juste merci. Les mots restèrent avec Sarafina. Elle essaya de retourner à son bureau, d'essayer de se concentrer sur les rapports de production, mais son esprit revenait sans cesse à Carter. Les bandages, les médicaments, le pain, le besoin désespéré de partir immédiatement. Elle prit une décision qu'elle ne pouvait s'expliquer à elle-même. Elle monta dans sa voiture personnelle, pas la berline de fonction avec chauffeur. Elle se dit qu'elle vérifiait juste qu'il ne volait rien, mais cela n'expliquait pas pourquoi ses mains tremblaient sur le volant. Elle le repéra à 3 pâtés de maison de l'usine. Carter marchait vite, tête baissée, sac à dos serré contre la poitrine. Il s'arrêta dans un petit magasin de quartier, du genre qui vend des produits périmés à prix réduit. À travers la vitrine, Sarafina le vit compter des pièces, acheter du lait et du pain de la veille. La propriétaire, une vieille dame, ajouta des petits pains supplémentaires sans les facturer. Ils se connaissaient visiblement. Carter quitta le magasin et s'engagea dans un quartier que Sarafina n'avait vu que de l'autoroute. Des rues avec des nids de poules assez profonds pour avaler une roue. Des lampadaires qui clignotaient ou ne fonctionnaient pas. Des bâtiments aux fenêtres condamnées et aux murs couverts de graffitis. C'était là que venaient les gens quand le système les avait broyés et recrachés. Les instincts corporatifs de Sarafina lui criaient de faire demi-tour, mais elle continua à suivre.
Carter se déplaçait dans le quartier comme quelqu'un qui y appartenait, prenant des raccourcis par les ruelles, évitant les grandes artères. Un enfant d'environ 10 ans faisait le guet à un coin de rue. Il vit Carter et courut devant, manifestement pour transmettre un message. Sarafina gara sa voiture un pâté de maison plus loin et suivit à pied, restant dans l'ombre. Elle le trouva dans les restes d'un immeuble d'appartements abandonnés, un de ces bâtiments que la ville avait condamnés mais jamais démolis. Les fenêtres étaient des cadres vides. La porte d'entrée pendait sur un gond. À l'intérieur, Sarafina distinguait une faible lueur, comme des bougies ou des lampes torchées. Elle entendit des voix d'enfants, puis quelque chose qui lui serra la poitrine. Papa est là. Sarafina s'approcha, se collant contre le mur de béton, regardant par une fissure dans les planches. La scène qui s'offrit à elle fit voler en éclats toutes les suppositions qu'elle avait faites sur Carteret. Il était agenouillé sur le sol crasseux, entouré d'enfants âgés de 6 à 12 ans environ. Ils partageaient la nourriture en parts égales, coupant soigneusement le pain, mesurant le lait dans des tasses dépareillées. Ils ne se dépêchaient pas. Il parlait à chaque enfant individuellement. Une fille aux cheveux noirs emmêlés montra un genou écorché. Carter le nettoya avec de l'eau en bouteille, appliqua une pommade antibiotique et posa un pansement tiré de son sac. « Mathilda, il faut faire plus attention sur ces escaliers, dit-il doucement. » La fille, Mathilda, sourit. J'essayais de récupérer la bonne couverture au 3e étage. Un garçon plus âgé, maigre et méfiant, montait la garde près d'une fenêtre brisée. Léo, viens manger, appela Carter. Le garçon, Léo, secoua la tête. Il faut que quelqu'un surveille. La voix de Carter fut ferme mais gentille. Je suis là maintenant. Tu peux te reposer. Léo hésita, puis s'approcha et s'assit près d'un plus jeune qui mangeait déjà. Carter ébouriffa les cheveux du petit. Oliver, vas-y doucement. Il y en a assez. Le plus petit, un garçon de 6 ans tout au plus, grimpa sur les genoux de Carter. Le petit hocha la tête, mais Sarafina vit qu'il tremblait. Carter l'enveloppa de sa veste et le serra. Encore des mauvais rêves? Finn murmura quelque chose qu'elle n'entendit pas. La réponse de Carter fut calme, apaisante. Je suis là. Tu es en sécurité. Sarafina ne pouvait ni bouger ni respirer. L'homme qu'elle avait licencié, qu'elle avait publiquement humilié, jouait le rôle de père pour des enfants que le monde avait abandonnés. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une opération de relations publiques. C'était un homme qui avait fait de ses enfants sa vie. Elle resta là 10 minutes, observant Carter apprendre à Mathilda à lire dans un livre abîmé, l'aider Oliver avec des calculs en utilisant du carton comme tableau, vérifier si Finn avait de la fièvre, voir Léo accepter enfin la nourriture tout en gardant sa posture protectrice. Ses enfants l'appelaient « papa ». Non par le sang, mais parce qu'il était la seule stabilité qu'ils aient jamais connue. Sarafina finit par reculer, les mains tremblantes. Elle remonta dans sa voiture et resta assise 20 minutes, à fixer le vide. Tout ce en quoi elle croyait force, discipline, affaire s'effondrait. Elle avait licencié un homme bon, peut-être le seul véritablement bon qu'elle ait rencontré. Et elle l'avait fait parce qu'elle avait eu trop peur de questionner, trop d'orgueil pour écouter, trop convaincue que la confiance était une faiblesse. Le lendemain matin, Sarafina apprit que le bâtiment abandonné était programmé pour démolition. La ville avait enfin approuvé un projet de réaménagement du quartier entier. Les avis avaient été affichés 48 heures plus tôt. Les occupants avaient 2 jours pour évacuer. Les enfants avaient 2 jours pour trouver un autre refuge. En consultant les plans, Sarafina vit le logo de l'entreprise de construction et son estomac se noua. C'était la même société qui effectuait les travaux de maintenance médiocres chez Blake Dynamics, celle à qui Clinton Voss poussait les contrats. Le projet de réaménagement était un partenariat, et enfoui dans les documents figurait le nom de Blake Dynamics, investisseur minoritaire fournissant équipements et matériaux. Elle avait signé des mois plus tôt sans lire les détails. Son entreprise contribuait à détruire le seul foyer de ses enfants. Cette nuit-là, Carter ne rentra pas dans le bâtiment. Il resta dehors, observant les ouvriers municipaux poser les avis définitifs. Les enfants étaient terrifiés. Léo essayait d'organiser leurs rares affaires, les fourrant dans des sacs plastiques. Mathilda pleurait en silence. Oliver arpentait comme un animal piégé. Finn ne lâchait pas la jambe de Carter. « Ils vont nous séparer, dit Léo, la voix brisée.
Ils vont nous mettre dans des endroits différents. Carter s'agenouilla, essayant de projeter un calme qu'il ne ressentait pas. Je ne laisserai pas ça arriver. Mais ils savaient tous les deux qu'ils n'avaient aucun droit légal. Ils n'étaient pas leur tuteur. Ils n'avaient aucun droit parental. Si les autorités trouvaient ces enfants, ils seraient séparés, traités par un système qui les avait déjà laissés tomber. Sarafina arriva juste après le coucher du soleil. Elle sortit de sa voiture en manteau coûteux, portant une enveloppe. « Je peux aider. Je peux payer un hôtel. Je peux. » Léo se plaça devant les plus jeunes, posture défensive. « On n'a pas besoin de votre argent. » L'hostilité dans sa voix était tranchante. « C'est vous qui l'avez licencié. C'est vous qui avez rendu tout pire. » Carter se leva, posant une main sur l'épaule de Léo. « Ça va. » Il regarda Sarafina, et il n'y avait pas de colère dans son expression. Juste de l'épuisement. « Vous ne pouvez pas réparer ça avec de l'argent, mademoiselle Blake. Ces enfants ont été blessés par des gens qui pensaient savoir mieux. Des gens qui prenaient des décisions sans comprendre. L'argent ne change pas ça. » Sarafina sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Alors qu'est-ce que vous voulez de moi ?» La réponse de Carter fut simple et dévastatrice. « Je veux que vous les voyiez. Vraiment. Pas comme un problème à résoudre ou une déduction fiscale. Comme des personnes. » Pendant que Sarafina affrontait les conséquences de ses propres actes, Clinton Voss éliminait les fils qui dépassaient. Il avait lancé une campagne de rumeurs à l'usine, répandant que Carter volait des fournitures pour une opération illégale. Quand Vivian Cole, la directrice des relations publiques, arriva dans le bureau de Sarafina avec des impressions des forums internes, Sarafina vit à quelle vitesse le récit avait tourné. PDG faible laisse un criminel partir libre. Blake protège un voleur. Wilfrid Stone à plat dans l'heure. C'est exactement ce qui m'inquiétait. Vous faites passer cette entreprise pour faible. Mais Sarafina n'était plus la même personne qu'il y a 48 heures. Elle dit à Vivian d'ignorer les forums. Elle dit à Wilfrid qu'elle s'en occuperait. Et puis elle fit ce qu'elle aurait dû faire dès le début, elle ordonna un audit complet des données des capteurs de la nuit du licenciement de Carter. Elle voulait les journaux bruts, pas le résumé que Clinton lui avait fourni. Ingrid Walsh, l'avocate de l'entreprise, apporta la nouvelle en personne. Quelqu'un a modifié les fichiers. Les données originales montrent de multiples alertes de sécurité délibérément désactivées. Carter n'a rien saboté. Il a empêché une défaillance catastrophique. L'expression d'Ingrid était sombre. Si nous avions continué, nous aurions pu avoir une explosion. Des gens auraient pu mourir. Et si cela sort, nous risquons des enquêtes réglementaires, des procès, des accusations criminelles. Sarafina fixa les journaux non modifiés. Chaque alerte que Carter avait tenté de signaler était là. Chaque violation de sécurité que Clinton avait ignorée. Qui a modifié les fichiers? Ingrid afficha les registres d'accès. Clinton Voss. La colère qui envahit Sarafina était différente de tout ce qu'elle avait ressenti. Ce n'était pas la fureur froide d'une PDG protégeant la réputation de son entreprise. C'était la rage brûlante de quelqu'un qui avait été utilisé comme arme contre un innocent. Elle avait été manipulée. Clinton lui avait servi exactement l'histoire qu'elle voulait entendre. Celle qui justifiait sa vision du monde, ne faire confiance à personne, montrer sa force, couper les maillons faibles. Elle convoqua Clinton dans son bureau. Il entra confiant, s'attendant à des félicitations pour avoir si bien géré l'affaire Carteret. Sarafina le laissa s'asseoir avant de poser la question « Pourquoi avez-vous modifié les journaux des capteurs ?» Elle observa la couleur quitter son visage. Il calcula ses options. Il choisit le déni. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Sarafina tourna son ordinateur pour qu'il voie les registres d'accès. « Expliquez ça. » Le visage de Clinton se durcit. « Très bien. Vous voulez la vérité? » Carter était un danger. Il questionnait chaque décision, ralentissait la production, nous coûtait de l'argent. J'ai fait ce que vous étiez trop faible pour faire. J'ai protégé les intérêts de cette entreprise. La voix de Sarafina fut de glace. Vous avez falsifié des registres de sécurité. Vous avez mis des vies en danger, et vous m'avez utilisé pour couvrir ça. Clinton se pencha en avant. Et qu'allez-vous faire? Si vous exposez ça, toute l'entreprise coule.
Cours qui s'effondre, enquête, procès. Vous perdrez tout. Il sourit. Et c'était laid. Vous avez besoin de moi pour vous en sortir proprement. Mais Sarafina avait déjà pris sa décision. Sortez. Vous êtes licencié. Et je transmets les preuves aux autorités. La confrontation avec le conseil eut lieu le même jour. Sarafina entra dans la salle de réunion avec un grade à ses côtés, portant un dossier de preuves. Wilfrid Stone était déjà assis avec 3 autres membres. Il semblait impatient. Ça a intérêt à être important, Sarafina. Elle exposa les preuves, les rapports falsifiés, les violations de sécurité, le système de Clinton avec le sous-traitant, l'exposition financière du Conseil si tout cela devenait public. Nous devons nous auto-dénoncer aux autorités réglementaires, dit-elle. Nous devons mettre en place des réformes de sécurité immédiates et réparer ça. Le visage de Wilfrid vira au rouge. Si nous faisons ça, nous admettons notre responsabilité. Les procès seuls nous couleront. Le cours va s'effondrer. Vous serez viré en 1 semaine. Les autres membres hochèrent la tête. Ils faisaient déjà les calculs, scandale, perte de confiance des investisseurs, possibles accusations criminelles contre les dirigeants. Sarafina sentit ses mains trembler, mais sa voix resta stable. Alors virez-moi, mais je n'enterre pas ça. Wilfrid se leva. Vous prenez une décision émotionnelle. C'est à cause de ces enfants sans abri, n'est-ce pas? Vous jetez l'entreprise que votre père a bâtie pour un homme que vous avez licencié et des gamins des rues. Sa voix dégoulinait de mépris. C'est exactement pourquoi les femmes n'ont pas leur place dans la direction. Vous laissez le sentiment obscurcir votre jugement. Pendant un instant, l'ancienne Sarafina voulut céder, se protéger, se taire. Mais elle pensa à Carter agenouillé dans ce bâtiment en ruine, pensant le genou de Mathilda, enseignant les calculs à Oliver, serrant fine quand les cauchemars venaient. Elle pensa à un homme qui avait tout sacrifié, y compris sa réputation, pour protéger des enfants qui n'avaient rien. Virez-moi si vous voulez, dit-elle. Mais je ne vends pas ma conscience pour garder un titre. Le Conseil vota 3 contre 2, suspension temporaire des pouvoirs exécutifs en attente d'une enquête complète. Sarafina sortit de cette salle sachant qu'elle pourrait ne jamais y revenir en tant que PDG. Les médias l'achèveraient. Les investisseurs fuiraient. Tout ce qu'elle avait construit s'effondrerait. Mais pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer. Elle alla au bâtiment abandonné cette nuit-là pour dire à Carter ce qu'elle avait fait. Mais en arrivant, elle sentit la fumée. Les flammes grimpaient déjà les murs, oranges et voraces, se nourrissant de bois ancien et de pourriture sèche. Des cris retentissaient. Elle entendait les enfants à l'intérieur. Carter était déjà là, courant vers le feu. Sarafina lui attrapa le bras. « Vous ne pouvez pas entrer. » Il se dégagea. « Ils sont dedans. » Il remonta son t-shirt sur sa bouche et disparut dans la fumée. Sarafina resta figée peut-être 3 secondes avant que son cerveau ne rattrape son corps. Elle appela les secours, hurlant l'adresse dans le téléphone. Puis elle courut derrière lui. La chaleur était suffocante. La fumée brûlait les poumons. Elle voyait à peine à travers les nuages noirs épais, mais elle entendait la voix de Carter, calme et autoritaire, utilisant sa formation en sécurité. « Léo, reste bas. Mathilda, couvre-toi la bouche. » Il se déplaçait dans le bâtiment comme s'il en connaissait chaque recoin, guidant les enfants vers la sortie de secours à l'arrière. Sarafina trouva Mathilda qui toussait près d'une poutre effondrée. Elle attrapa la fille et la tira vers la voie de Carter. Oliver passa en titubant, soutenant Finn. Carter tenait Léo par la main, le traînant à travers la fumée. Ils atteignirent la sortie arrière juste au moment où une partie du toit s'effondrait derrière eux. Dehors, ils s'écroulèrent sur le bitume, haletant. Les camions de pompiers arrivaient, sirènes hurlantes. Les secouristes accoururent avec des masques à oxygène. Le manteau coûteux de Sarafina était ruiné, couvert de suie. Ses mains étaient brûlées. Elle s'en fichait. Elle regardait Carter qui tenait Finn et comptait les têtes pour s'assurer que tout le monde était sorti. Carter la regarda, le visage strié de cendres, et dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Vous auriez pu mourir là-dedans. » La voix de Sarafina sortit rauque de la fumée. « Je vous ai déjà tué une fois avec mes décisions. Je n'allais pas recommencer. » Archie Dunn, qui avait suivi Sarafina quand elle avait quitté l'entreprise en panique,
avait filmé quelque chose sur son téléphone, des personnes rôdant autour du bâtiment avant que le feu ne démarre. Il les avait prises pour des pillards. Mais quand il montra la vidéo aux responsables des pompiers, l'enquête passa d'accident à incendie criminel. Les personnes sur la vidéo travaillaient pour l'entreprise de développement, la même que celle à qui Clinton attribuait les contrats. Le feu visait à accélérer le calendrier de démolition, à chasser la population sans abri et à effacer toute trace de négligence dans la condamnation initiale du bâtiment. Clinton avait joué sa dernière carte, et il l'avait jouée avec cruauté. La police arrêta 3 personnes cette nuit-là. 2 jours plus tard, elle arrêta Clinton. Il se débattit jusqu'à la voiture de police, hurlant que Sarafina avait détruit l'entreprise, qu'elle protégeait des criminels, que les enfants sans abri n'étaient que des déchets à évacuer de toute façon. La tempête médiatique fut immédiate et brutale. Le cours de Blake Dynamics chuta de 18% en 24 heures. Les investisseurs exigèrent des réponses. Wilfred Stone convoqua une réunion d'urgence du conseil et proposa de retirer définitivement Sarafina du poste de PDG. Le vote était prévu pour le lundi suivant, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Ingrid Walsh avait discrètement compilé des preuves, chaque violation de sécurité couverte par Clinton, chaque rapport falsifié, chaque pot de vin à des inspecteurs. Elle les transmit simultanément aux autorités réglementaires et aux médias. L'histoire cessa d'être celle d'une PDG protégeant des enfants sans abri. Elle devint celle d'une corruption corporative, d'une PDG lanceuse d'alerte qui avait tout risqué pour faire ce qui était juste. Le vote du conseil pour évincer Sarafina échoua. Wilfred Stone démissionna 2 jours plus tard quand ses propres liens financiers avec le projet de développement furent révélés. Le cours de l'entreprise se stabilisa et, lentement, douloureusement, Blake Dynamics entama un vrai processus de réforme. Mais Sarafina savait que corriger la corruption corporative n'était que la moitié du problème. Carter et les enfants n'avaient toujours pas de foyer. Le refuge temporaire fourni par la ville était exactement le cauchemar institutionnel dont Carter avait voulu les protéger. Léo se battait déjà. Finn avait cessé de parler. Le système les broyait comme Carter l'avait craint. Sarafina travailla avec Ingrid pour créer quelque chose de différent. Pas un refuge, pas de la charité. Un programme résidentiel légalement structuré avec une supervision transparente, des travailleurs sociaux agréés et un accent sur le maintien des familles unies, quelle que soit leur définition de famille. Il fallut 6 semaines pour le mettre en place. 6 semaines à naviguer dans la bureaucratie, trouver le bon bâtiment, embaucher le bon personnel. Carter participa à chaque décision, s'assurant que le programme réponde aux vrais besoins des enfants, pas à ce que les administrateurs pensaient qu'ils devaient avoir. Blake Dynamics le finança, mais à distance, via une fondation à but non lucratif séparée. Sarafina veilla à ce que l'implication de l'entreprise soit structurée pour éviter les conflits d'intérêts. Elle plaça des membres indépendants au conseil. Elle voulait que le programme survive, même si Blake Dynamics ne survivait pas. Carter ne prit pas de poste de direction. Il ne voulait ni bureau ni titre. Il prit le poste de coordinateur sécurité et mentor sur place. Il serait là pour les enfants, mais aussi pour s'assurer que ce qui lui était arrivé à cet incendie 2 ans plus tôt où un enfant était mort à cause d'équipements de sécurité négligés ne se reproduise jamais. Le jour de l'ouverture du centre, Sarafina arriva sans voiture de fonction, sans les vêtements de marque qu'elle portait habituellement aux événements publics. Elle vint en jean et pull simple, portant des sacs de course et des livres que les enfants avaient demandés. Pas pour se faire valoir, mais parce que Carter lui avait appris que se présenter comptait plus que se montrer. Finn la vit le premier. Le petit garçon, si traumatisé par l'incendie qu'il n'avait pas parlé depuis des jours, traversa la salle commune en courant et enroula ses bras autour de ses jambes. « Mademoiselle Sarafina, vous restez pour le petit déjeuner ?» Sarafina regarda Carter. Il était dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tablier autour de la taille, et dans les hauts à faire des pancakes. Mathilda mettait la table. Oliver lisait un livre dans un coin, détendu pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Ce n'était pas une fin parfaite. Ses enfants avaient encore des traumatismes à surmonter. Le système qui les avait laissés tomber restait cassé. Mais ils avaient une chance maintenant. Ils avaient de la stabilité. Ils avaient quelqu'un qui les voyait comme des personnes, pas comme des problèmes. Carter s'approcha, toujours avec sa spatule à la main, et répéta ce qu'il avait dit la première nuit dans le bâtiment abandonné, mais maintenant cela voulait dire autre chose, bienvenue chez vous. Sarafina ne dit rien.
Elle ne pouvait pas, car elle comprit que Carter ne parlait pas seulement des enfants trouvant un foyer. Il parlait d'elle. La PDG qui avait bâti des murs autour de son cœur pour se protéger de la trahison avait enfin retrouvé ce qu'elle avait perdu à la mort de son père, la confiance, le lien, la compréhension que la vraie force ne consistait pas à ériger des barrières, mais à construire des ponts. Elle resta sans voix 2 fois. Une fois quand elle avait vu Carter s'occuper des enfants dans ce bâtiment en ruine. Et maintenant, debout dans cet espace lumineux et propre rempli de rire et d'espoir, elle était à nouveau sans voix. Non parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégée et qui ne se mesurait ni en rapport trimestriel ni en cours boursier. Carter retourna à la cuisine. Finn tira sur la main de Sarafina, la guidant vers la table. « Vous pouvez vous asseoir à côté de moi, dit-il. » Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait, Sarafina s'assit à une table pleine de gens et se sentit à sa place.